Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Après presque 3 mois d'absence, me revoici. Colombe Schneck était la dernière invitée que je devais recevoir avant le début du confinement au mois de mars. J'ai l'impression que c'était il y a 2 ans, mais non. Son dernier roman, Nuit d'été à Brooklyn, est bel et bien sorti fin février. Nuit d'été à Brooklyn débute sur un événement qui a véritablement eu lieu dans le quartier new-yorkais de Crown Heights en 1991. Cet événement, c'est la mort d'un enfant noir, originaire du Guyana, écrasé devant chez lui par un cortège de voitures dans lequel se trouvait un rabbin. Cet été-là, à Crown Heights, ce quartier où cohabitent Afro-Américains et Lubavitch, des émeutes éclatent suite à cet événement entre la communauté afro-américaine et la communauté juive, plusieurs jours, plusieurs nuits durant. Et c'est la période où Esther, une jeune journaliste française et juive, est envoyée à New York. Nuit d'été à Brooklyn, c'est aussi le récit de cette arrivée et de cette histoire d'amour entre la jeune femme et Frédéric, un homme noir, spécialiste de Flaubert et marié. 2 récits qui entrent en résonance et qui questionnent l'identité, l'appartenance à une communauté ou encore la possibilité d'insérer cette histoire d'amour dans de telles circonstances, dans un va-et-vient temporel qui permet de mettre l'histoire en perspective. Et avec Colombe Schneck, on a parlé de ces émeutes qui font tristement écho presque 30 ans plus tard à l'actualité, du rôle de la peur comme socle de cette relation amoureuse, mais aussi de la classe sociale comme une représentation de soi. Bonne écoute. Bonjour Colombe. Bonjour. Alors je suis très content de vous voir pour la simple et bonne raison qu'on devait se rencontrer pour parler de ce livre juste avant le confinement. Puis patatras, tout s'est effondré, tout s'est arrêté. Donc j'avais quand même très envie de parler de ce livre et on est là presque 3 mois plus tard et presque 3 mois après la sortie du livre. Alors ce livre, il a aussi pour fil conducteur une histoire d'amour. Alors une histoire d'amour entre Esther. Esther, c'est une jeune femme qui est en stage de journalisme à New York, qui est d'origine bourgeoise, qui est juive. Et Frédéric, qui a la quarantaine, qui est spécialiste de Flaubert, qui est d'origine bourgeoise lui aussi, qui est chrétien, qui est noir. Et cette histoire sur fond d'émeutes, de racisme, d'antisémitisme, de tensions évidentes, elle ressemble un peu, sur certains points, à votre vie. Vous qui avez toujours beaucoup inséré d'éléments autobiographiques dans vos ouvrages, vous étiez à New York en 91, au moment des faits. Quels souvenirs vous gardez de ces jours d'émeutes dans cette ville qui était très juive, où la police n'est pas intervenue pendant 3 jours. Et, précisons-le, c'était un rare quartier de New York où les Blancs et les Noirs vivaient ensemble. Donc quels souvenirs vous avez de ça ? Peut-être le même effroi que certains peuvent avoir aujourd'hui en regardant ce qui se passe aux États-Unis. Le racisme, la situation des Noirs américains, situation de catastrophique, on peut le dire, on la redécouvre régulièrement. On la redécouvre ces jours-ci, certains la redécouvrent ces jours-ci, ou la découvrent, mais elle est permanente depuis des années, enfin depuis, même si on peut parler de toujours il y a eu des minuscules progrès depuis 91. Mais quand j'arrive à New York, moi, en 1991, je suis cette jeune femme, jeune journaliste, qui ignore complètement, alors que j'ai fait des études d'histoire, je pense que la ségrégation, que la situation des Noirs américains, elle est, je dirais pas normale, mais qu'ils sont sur un pied d'égalité, en tout cas légal, avec les Blancs. Et je découvre autre chose à travers une rencontre que je fais, qui est celle d'un jeune homme qui n'est pas Frédéric, qui a mon âge, qui est toujours en costume, très bien habillé, qui travaille dans l'édition, qui parle français couramment et qui est diplômé d'une grande université. Et il arrive en retard à un rendez-vous, j'ai un souvenir très précis, on est dans un bar un peu, comme ça, un peu sombre, et il me dit « je suis en retard parce que je ne peux pas courir dans la rue ». Et là, il m'explique ce que c'est qu'on appelle le stop and frisk. C'est-à-dire qu'un policier peut vous arrêter et vous fouiller, et les gens qu'on arrête sont plus souvent des Noirs que des Blancs.
Et cette confrontation, cette arrestation, pour un Noir américain, elle est extrêmement dangereuse. Il y a une peur permanente, une peur très forte de la police, ce qui est terrible parce que la police est censée vous protéger. Et quand on a peur de la police, il faut apprendre à se comporter avec la police. Donc, il me raconte ce que c'est d'être noir aux États-Unis. Donc, quand on est arrêté, il faut tout faire pour éviter d'être arrêté. Donc lui ne court pas, il arrive en retard à ce rendez-vous parce qu'il a peur de courir. C'est s'adapter, quoi. Parce que courir dans la rue New York, arrive de se faire arrêter. On a forcément volé quelque chose, on a forcément quelque chose à se reprocher. Et donc, il me raconte tous les gestes qu'il faut faire pour éviter la façon extrêmement polie qu'il faut avoir pour répondre aux policiers, la façon dont on baisse la tête, le fait de surtout pas avoir de gestes brusques parce que le policier risque d'avoir peur. Il est face à quelqu'un qui a peur, qui a aussi peur que lui. Et il me raconte autre chose qui me bouleverse, auquel je pense... encore aujourd'hui, il me raconte quand il marche dans les rues de New York. À New York, en 91, il y a une ville assez dangereuse. On fait attention. J'apprends vite qu'il ne faut pas marcher seul dans la rue le soir. Et qu'il voit une femme blanche marcher devant lui, il change de trottoir parce qu'il sait qu'elle va avoir peur. Donc non seulement il a peur, mais il y a aussi ce sentiment très angoissant de susciter la peur chez l'autre. Ouais, de savoir s'adapter à l'autre aussi. C'est ça que je découvre quand j'arrive à New York en 91. Et aujourd'hui, en ce moment même, il y a ces émeutes aux États-Unis suite à la mort à la mort de George Floyd, qui était un père de famille noir, qui a été tué par un policier blanc à Minneapolis. Qu'est-ce qu'elle vous inspire par rapport à ces émeutes de 91, mais je pense aussi à Crown Heights, mais aussi à Rodney King à Los Angeles, qui est survenu en 91 aussi, à quelques mois de différence. Est-ce que l'époque a changé certaines choses ? Alors, je me souviens que quand les images vidéo du tabassage de Rodney King par des policiers en mars 91 à Los Angeles ont été passées à la télévision. Je me souviens de l'émoi. Moi, j'arrive quelques mois après à New York, mais on en parle encore beaucoup. Oui, c'est devenu un symbole, en fait. Il y a des reportages, des journalistes... les commentateurs disent « plus jamais ça ». Et on se dit, puisque maintenant il y a ces caméras, c'est le tout début des caméras vidéo personnelles, on le voit maintenant que les téléphones portables, il y en a partout, les policiers ne pourront plus agir comme ça. On voit 30 ans après où on en est. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, il n'y a aucun progrès, mais pour différentes raisons, parce que la police aux États-Unis est une police locale, avec des règles locales. Après, on peut développer sur le rôle de la police américaine. Et puis le racisme endémique qui est toujours là. Ouais, mais alors, par contre, aujourd'hui, alors, par exemple, ces émeutes, en l'occurrence, sont absolument partout. C'est peut-être ça qui change aux États-Unis. Elles se passent de Los Angeles à New York, etc. Et elles sont aussi majoritairement très reliées par les médias. Elles étaient déjà... Alors, Crown Heights, c'est des émeutes un peu à part, puisque d'abord, c'est des émeutes sur fond d'antisémitisme. Et donc, c'est peut-être pour cette raison-là qu'on en a peu parlé. Ces jeunes noirs qui se révoltent contre la violence de la police, même si ce n'est c'est pas un acte policier qui est à l'origine des émeutes. C'est la mort d'un petit garçon noir tué par une voiture conduite par un rabbin, disons, grosso modo. Ils se révoltent à l'époque contre les Juifs, contre leurs voisins juifs, puisque Crown Heights, c'est un des rares quartiers aux États-Unis où des Blancs et des Noirs vivent ensemble. Les Noirs viennent en majorité de la Jamaïque et des Antilles, et les Juifs sont des Lubavitch. Donc la situation n'est pas comparable. Mais on peut dire qu'à New York, comme à Minneapolis, on est dans une ville où le chef de la police est noir. Il y a une tentative de mieux faire, d'amélioration. Donc il y a une espérance. Et peut-être parce que cette espérance n'est pas remplie, la révolte est d'autant plus forte. Alors je l'ai dit tout à l'heure, mais ce roman, c'est une vraie histoire d'amour comme un fil rouge. Et ça aurait pu être cet amour où on pense que plus rien autour n'existe, que je sais pas, que l'amour est plus fort que tout, oui. Etc. Et pourtant... Qu'est-ce que ce cadre, qu'est-ce que cette époque, qu'est-ce que ces circonstances précises avaient malgré tout de particulier pour planter le décor de cette histoire d'amour ? Il y a la tentative de ces personnages, qui sont Esther et Frédéric, d'échapper à ce qu'on appelle l'assignation identitaire. C'est-à-dire qu'elle est blanche, tu es noire, elle est juive, il est chrétien, et on pourrait dire de façon un peu cliché qu'ils sont trop différents pour que ça marche.
Mais on n'est pas que blanc, noir, juif, chrétien, femme, homme. On est soi. Oui, ça c'était un axe qui vous intéressait. Oui. Moi, par exemple, je ne suis pas une femme juive. Je suis juive, mais je suis plein d'autres choses. Et j'essaie constamment d'échapper je ne parle pas comme juive, je ne suis pas un écrivain juif. Je suis d'abord moi, Colombe Schneck, avec plein de particularismes, de singularités, de défauts, de qualités qui n'appartiennent qu'à moi. Et ces personnages, Esther et Frédéric, eux aussi, ils veulent échapper à ce qu'on va... à un classement. Frédéric, il est un intellectuel, un universitaire, il vient d'une famille bourgeoise de Chicago. Il aimerait qu'on le considère comme autre chose qu'un noir. Mais on est aussi dans cette période où on peut être le début de ce qu'on appelle le communautarisme, où chacun dans sa communauté, chacun dans son clan. Et c'est aussi c'est le début de ce qu'on appelait le politiquement correct, c'est-à-dire on va trouver un vocabulaire, par exemple, on ne sera plus noir mais afro-américain, comme si ce vocabulaire peut peut-être vous d'échapper à la violence de la police. Pourquoi pas? Et on se rend bien compte que ce n'est pas suffisant. Et que c'est pas comme ça qu'on va échapper avec des questions de vocabulaire à la violence de la police. Ce qui m'a je sais pas si vous avez suivi cette altercation qu'il y a eu il y a quelques jours dans Central Park, où une femme à qui un homme qui a regardé les oiseaux, qui est noir, lui demande d'attacher son chien. Elle appelle en disant un African-American is threatening me, un Africain-Américain me menace. Elle emploie ce vocabulaire comme ça très politiquement correct, qui est celle d'une femme blanche éduquée. Et la violence, elle est la même. Son racisme est le même. Et c'est pas cette violence, justement, ce racisme, toute proportion gardée sur ce terme, qui implique une espèce de suspicion, de peur commune entre les deux personnages, entre Esther et Frédéric. Est-ce que c'est précisément cette peur qui rend cette histoire d'amour possible? Est-ce que cet amour tient là-dessus, finalement? Quand j'ai commencé à travailler sur ce roman, il y a 3 ans, je me souviens que j'ai rencontré Pape Ndiaye, qui est historien spécialiste des Noirs américains. Et je lui ai raconté mon projet. Et il m'a dit, fais attention, Colombe, c'est... ce qui va cimenter leur histoire d'amour, c'est cette peur commune. Ils ne sont pas différents parce qu'ils sont noirs et juifs. C'est pas ça qui va c'est pas pour ça qu'ils vont se séparer. Parce que j'avais déjà l'idée que l'histoire n'allait peut-être pas bien fonctionner. Il me dit, c'est au contraire, ça va être le ciment de leur couple, c'est cette peur commune. Et il y a tant de liens entre juifs et noirs. Et il m'a fait lire un certain nombre d'ouvrages, justement, sur la présence juive dans la lutte des droits civiques aux États-Unis, sur la façon dont juifs et noirs se sont énormément alliés tout au long du XXe siècle, jusqu'à la fin des années 60, dans la lutte pour les droits civiques, puisque noirs comme juifs étaient victimes d'une certaine ségrégation. Justement, en parlant de l'écriture du roman, est-ce que ça t'est compliqué de faire ce pont entre la fiction et la vraie, parce que c'est un roman, et les éléments historiques qui sont... parce qu'on parle d'un événement qui est concret, donc comment, s'est passé ce travail de documentation, d'appropriation de l'événement, en fait? Oui, ça a été difficile parce que j'ai fait un grand travail d'enquête, de recherche sur ces meutes, sur pourquoi la police n'était pas intervenue, ce qui s'était passé, etc. Et... à un moment, je me suis retrouvée avec un énorme... amas j'avais beaucoup écrit, j'ai écrit beaucoup de scènes, beaucoup de personnages, et je me suis rendu compte, surtout mon éditeur s'est rendu compte que c'était plus un roman, mais c'était un document. Et il fallait que je supprime et transforme, et que l'histoire soit incarnée par 2 personnages. Et ça a été difficile de supprimer. Donc j'ai passé beaucoup ce qui était le plus difficile, c'est de supprimer ce que j'avais fait. Mais c'est pour le mieux. C'était nécessaire, mais c'est toujours compliqué quand vous avez travaillé de mettre ces choses dans la poubelle. Alors, pour revenir au roman, Esther, c'est une bourgeoise du 6e, je crois, arrondissement parisien. Frédéric aussi, mais de Chicago d'ailleurs. Et dans le livre, vous écrivez, je cite... Est-ce qu'elle doit porter sa classe sociale, la bourgeoisie, comme une honte, ou pire, comme une prison qui lui interdirait de s'intéresser à l'autre? Qu'est-ce que la classe sociale définit et cimente finalement
dans nos relations, selon vous? Parce que je sais que vous avez mis du temps avant d'oser en parler. Oui, il y a une certaine... c'est mal vu d'être une bourgeoise, d'un bourgeois. Hein. Les bourgeois, c'est comme les cochons, hein, chantait Jacques Brel. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. C'est pas quelque chose qu'on va assumer. On est censé avoir déjà temps, pouvoir intellectuel, l'argent. Donc il y a une certaine dose de culpabilité. Et j'ai dû moi-même échapper à ça, mais ça m'a mis du temps. D'abord d'accepter qui j'étais. Je me présentais comme une petite fille d'immigrés qui était arrivée en France. C'était le cas. Ça l'est plus aujourd'hui. Je suis dans cet appartement très joli. Je me rends compte que j'appartiens à une classe sociale privilégiée. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une histoire et des catastrophes. Mais je vois aussi qu'il y a un regard sur ce que je suis ou sur cette classe sociale auquel j'appartiens qui est assez négatif. Je pense à une interview qu'a donnée Édouard Louis il n'y a pas très longtemps au magazine M. Je ne me souviens plus de la phrase de mémoire, mais grosso modo, les bourgeois, c'est des gens qui sont contents de ne pas s'intéresser aux autres. Ils n'ont pas besoin de s'intéresser aux autres. Et ça m'a heurtée. Je me souviens qu'une des premiers écrivains que j'ai lus, adolescente, qui a été extrêmement importante pour moi, dans laquelle je me suis reconnue, c'est Annie Ernaux, qui pourtant parle d'une classe sociale qui n'est pas la mienne, puisqu'elle vient d'une famille très modeste. Ses parents avaient une épicerie pour ouvriers en Normandie. Et pourtant, quand elle parlait de ses parents, de la honte, je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. Non, moi je trouve pas ça bizarre, mais... Oui, ben... Mais ok. Non, en tout cas, il fallait que je me batte contre ces préjugés-là. Il y a un passage qui m'a intéressé, encore une fois, page 169, exactement, au moment de l'enterrement de l'étudiant juif qui a été tué en guise de représailles. Bon, je cite, c'est un peu long, mais c'est intéressant. C'est le matin de l'enterrement de Yankel Rosenbaum, l'étudiant australien qui a été tué lundi soir. Face à la procession, des hommes en noir, de tous âges, barbe blanche, brune, rousse, jaune, chapeau noir ou kippa. Esther se demande si elle-même ne serait pas un peu antisémite si elle n'était pas juive, ou plutôt, elle craint que ce genre de juif, si extrêmement juif, exagérément juif, ne suscite trop facilement l'antisémitisme. Alors Esther, c'est un personnage que je trouve très intéressant à titre personnel parce que elle n'est pas idéaliste. Elle a des espoirs comme tout le monde, elle a des ambitions surtout, mais elle n'est pas idéaliste. Et en quoi c'était important de lui attribuer ce trait de caractère? C'est mauvaise pensée. C'est des mauvaises pensées. Quel rôle ça lui donne en fait? Parce que je crois que le racisme et l'antisémitisme sont partout. On peut être antisémite et pauvre, antisémite et riche, antisémite et noir, antisémite et arabe, antisémite et gentil, de gauche et bien pensant. On peut être raciste et noir, arabe. Voilà. Personne n'échappe à ces mauvaises pensées, à ces a priori sur ce qui n'est pas soi. Et donc, une jeune femme comme Esther, qui est a priori quelqu'un de plutôt bien, ouvert, a une part d'antisémitisme et de racisme. Et je voulais montrer ça à travers cette réflexion. D'autant qu'effectivement, les Lubavitch suscitent une certaine méfiance de la part, par exemple, des juifs libéraux de New York, qui sont tellement sympathiques et ouverts. Mais je dis ça de façon un peu ironique, mais c'est vrai qu'ils sont sympathiques, ils ont beaucoup d'humour, mais n'empêche que c'est ces Lubavitch qui, dans les 60, à la fin des 60, alors que tous les Blancs fuyaient ce quartier, parce que les Noirs s'installaient, vous savez, il y a ce phénomène sociologique très connu qui s'appelle le white flight, c'est-à-dire qu'une famille noire s'installe dans un quartier blanc, les familles blanches partent. Eux ont décidé de rester et vivre avec leurs voisins noirs. Tout est dit. Alors dans ce livre, Nuit d'été à Brooklyn, il y a un travail particulier qui est mené sur la chronologie. Il y a une espèce de va-et-vient temporel. On se retrouve en 2016, juste avant que Donald Trump soit élu d'ailleurs. Ça permet de donner une certaine perspective à l'histoire, mais quelle était l'importance de ce choix de construction? Parce qu'il s'agit évidemment d'un choix délibéré, d'avoir construit cette histoire ainsi. Je voulais montrer combien la vie se confronte constamment. La vie n'est pas d'un côté l'histoire d'amour, d'un côté l'histoire de haine. La haine et l'amour se télescopent en permanence dans nos vies. On peut, d'une minute à l'autre, on peut passer d'un état de la joie à la crainte. Et donc, je voulais que le roman reflète ce télescopage. Que nos vies sont... Voilà, on est là, assis dans une cuisine, et puis...
l'accident peut arriver, ou au contraire, quelque chose d'heureux. Il n'y a pas de certitude. Mais ce qui peut... Voilà, et puis aussi cette idée qu'on a le sentiment de... On peut créer son destin, sa vie, nos vies sont assez égoïstes. Voilà, on avance, on pense à ses soucis personnels, son travail, son emploi, son logement, son moyen de transport. Enfin, voilà ce qui fait notre vie quotidienne. Et puis, de temps en temps, on se confronte à l'histoire, quelque chose de plus vaste que soi. On l'a vu ces semaines avec l'épidémie. Tout d'un coup, nos vies sont confrontées à quelque chose de plus vaste. Et cet accident, tout d'un coup, est plus vaste que la vie personnelle d'Esther et Frédéric. Et c'est un moyen de les confronter à cela. D'un point de vue un peu plus léger, quoique, est-ce qu'on peut parler rapidement de cette couverture ? Alors, c'est pas très radiophonique, c'est pas encore moins podcastophonique, mais c'est pas la couverture basique de la collection bleue, des éditions Stock, bref. Très chic. Qui est très chic. Mais c'est une couverture beaucoup plus voyante, avec des grosses lettres à l'américaine, en fait. C'était ça l'idée, rapidement ? Oui, j'ai proposé à Manuel, effectivement, de faire ce qu'on appelle une jaquette, et qui est copiée sur celle qu'a eu Zadie Smith pour son dernier livre, mais elle est verte. Je voulais que le livre soit lu, j'ai cette ambition, comme Esther est ambitieuse, que le livre soit lu, et je me suis dit, pour qu'il soit lu, il faut qu'il soit vu. Et effectivement, les livres Stock sont très chics, avec le bandeau, avec un portrait de l'auteur. Moi, j'en peux plus des bandeaux avec mon portrait, donc ou sinon, j'aurais pu mettre une photo en noir et blanc des émeutes, ça aurait été très élégant, mais je voulais que le livre soit lu, c'était mon ambition. C'est une bonne raison. Alors, vous avez beaucoup écrit sur votre histoire familiale, et c'est comme si chaque livre était une espèce de pierre, ajoutée à l'édifice. Est-ce que quelque chose a été franchi avec celui-ci ? Oui, parce que c'est un roman. Tout à l'heure, vous me disiez, voilà, vous racontez votre vie. Pour une fois, je n'ai pas raconté ma vie. Même si le point de départ est réel, il y a toujours des questions personnelles dans un roman, sinon à quoi ça sert d'écrire. Je suis partie à New York comme jeune journaliste en 1991, j'ai fait un stage pour Le Monde, et puis je suis restée, 3 ans, alors qu'Esther part au bout de quelques mois. Mais c'était un roman. Et ça, c'est une énorme différence. Ce qui m'a surpris, il y a le plaisir d'abord d'écrire. Et oui, ça fait quoi, justement ? De la fiction, c'est un grand plaisir, une liberté. Mais il y a aussi le fait qu'on est surpris par ce qu'on écrit. Mais ça a été aussi le cas pour mes livres précédents. C'est-à-dire que, comme beaucoup, je partais en Amérique avec cette idée de laisser le passé derrière moi. Et donc, je partais dans la fiction avec l'idée de laisser se passer derrière moi et ma famille. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas y échapper. Peu, en tout cas. Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs de cet instant où vous avez commencé à écrire ce livre ? Enfin, où l'idée vous a dit... Oui, je me souviens que je lis un article dans le New York Times, le récit d'un écrivain qui vient de la Jamaïque. D'ailleurs, je ne me souviens plus du nom, je n'arrive pas à le retrouver cet article. Qui raconte ce que je vous ai raconté au début de l'entretien, c'est-à-dire la peur... la possibilité de courir, la peur de faire peur à une jeune femme blanche qui marche devant vous dans la rue. Il racontait exactement la même chose. On était en 2016, donc 25 ans après 8 ans de présidence Obama, pas de progrès. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je raconte. Je sais que vous lisez beaucoup, vous êtes une très grande lectrice. Est-ce que... alors c'est une question un peu bateau, mais je l'aime bien. Ouais. Est-ce que vous écrivez les livres que vous aimeriez lire ? De certaine façon, on peut dire que, par exemple, j'adore les comédies sentimentales, les histoires d'amour. Ce titre me fait un peu penser à ça, moi. Et donc, j'avais effectivement l'idée d'écrire... par exemple, j'adore ce film qui s'appelle « Quand Harry rencontre Sally ». Donc, j'avais une idée d'écrire une comédie romanesque. Bon, je crois que je ne sais pas si c'est raté, mais voilà, je voulais qu'il y ait ça, parce que j'ai un goût pour les romans d'amour. Est-ce que je lis... J'aime bien, effectivement, j'ai un certain goût pour les livres assez personnels. Et donc, peut-être que... Mais enfin, en tout cas, il y a de ça dans mes livres, sont souvent assez personnels. Mais je ne réfléchirais pas que j'écris... Quand je commence à écrire un livre, je me dis, voilà, j'aimerais le lire. Est-ce que je serais lectrice de mes propres livres ? Je crois. Je pense que je pense. Tant mieux, dis donc. C'est un peu prétentieux, mais je crois Non, manquerait plus qu'on les déteste non plus. Et puis, dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous recommander ? Alors, au cinéma, tout. Alors, par exemple, j'ai adoré cette série qui est sur Netflix en ce moment qui s'appelle The Eddy.
c'est sur un français, chanteur ça. de jazz à New York, à Paris, aujourd'hui, parce qu'il d'abord il filme à Paris qu'on ne connaît pas, qui est peu je l'ai filmé, pas c'est vu. pas qu'on ne connaît pas, mais qui est rarement filmé, c'est le nord de Paris, branche banlieue, et j'ai beaucoup aimé cette série. Il y a qui? Il y a Leila Bekti de mémoire. Oui, c'est ça. Tahar Rahim. Thomas Rolland, l'acteur. Ok. Bon. Et vous voulez des livres aussi, peut-être? Si vous en avez. J'en ai toujours. Je suis toujours en train de... Bien sûr, il faut le relire la prochaine fois, Le Feu de James Baldwin. C'est vraiment... mais qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu un roman, attends, je ne me souviens plus, elle s'appelle Cécile Balavoine et ça se passe à New York dans les années 90. Elle a été étudiante à NYU où, avec un professeur Serge Dabrowski, elle raconte une amitié amoureuse avec Serge Dabrowski. D'accord. C'est au Mercure de France et le titre Et c'est de m'échappe. Cécile Balavoine. Cécile Balavoine, je l'ai lu voilà, ce week-end, j'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé ce New York voilà, de la fin des années 90. C'est une fille de passage. Une fille de passage, voilà, au Mercure de France. Cécile Merci Balavoine, d'être voilà, là, je vous recommande. Super. Merci beaucoup, Colombe. C'est moi qui vous remercie. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Si vous avez aimé l'entretien avec Colombe Schneck, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous avez pensé du livre, mais aussi à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, ou encore à suivre la quille sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.